Bonjour tout le monde. Je suis très contente de voir qu'on est prêt pour notre deuxième webinaire. Je vais inviter Christine Troutman-Dorf, qui est notre vice-présidente à Collège et Institut Canada, de nous dire quelques mots de bienvenue et de présenter notre premier présenteur. Et merci beaucoup, Judy, et bienvenue à tout le monde. Et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire d'aujourd'hui. COVID-19, une occasion de changer des choses pour faire avancer les objectifs de développement durable de l'ONU. Je suis Christine Troutman-Dorf, vice-présidente de relations gouvernementales et partenariat canadienne de Collège et Institut Canada. Nous sommes une association nationale qui représente les intérêts de près de 140 établissements postsecondaires membres dans tout le Canada. Notre vision en tant qu'association et secteur est un avenir meilleur pour les peuples et les communautés. À ce titre, nous nous engageons à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Ce qui est une promesse qui est au cours de l'agenda 2030 pour le développement durable et de la mise en œuvre de 17 objectifs de développement durable. Si la pandémie COVID-19 a entraîné des défis sans précédent qui ont affecté nos progrès vers les objectifs de développement durable des Nations Unies, au-delà de l'ODD 3, santé et bien-être, il est également possible de reconstruire en mieux. À Collège et Institut Canada, nous nous réjouissons de soutenir nos collèges et instituts dans la réalisation de meilleurs avenirs pour les peuples et les communautés et de travailler avec vous et votre équipe, Olivier, pour inspirer et engager nos parties prenantes dans la réalisation des ambitions et des objectifs du Canada liés au ODD. Je suis heureuse de vous annoncer que, sans même avoir passé quelques semaines dans son nouveau rôle de directeur de l'unité des objectifs de développement durable de l'emploi et développement social Canada, Olivier Bouillon a aimablement, accepté de partager avec nous une remarque préliminaire sur la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie et sur les liens avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Avant d'occuper son poste actuel, il était directeur de la politique au sein de la Direction générale des services d'innovation et de politique de l'École de la fonction publique du Canada. Il a également récemment effectué une micro-mission de 10 semaines à l'Agence de la santé publique du Canada pour soutenir le groupe de travail sur COVID-19. Plus tôt dans sa carrière, il a assuré le service diplomatique à l'Affaires mondiales Canada et a effectué diverses missions en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Olivier est un expert en politique et un économiste convaincu que les objectifs de développement durable peuvent contribuer à construire un monde meilleur. Merci beaucoup, Olivier, de nous joindre aujourd'hui pour ouvrir la discussion sur ce sujet très important, sur la façon dont notre secteur a prévu de reconstruire en mieux pour la post-pandémie et comment nous pouvons travailler ensemble, inspirés par le partenariat ODD 17, pour parvenir à un Canada inclusif, juste et durable pour tous. Avant que Olivier commence son discours d'ouverture, je voudrais le transmettre à notre modératrice, Judy Vargata. Merci, Judy. Merci, Christine. Et oui, merci aussi à Olivier et à nos panélistes. Je crois qu'on aura une excellente présentation et conversation aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais juste passer à travers quelques petits détails pour nous assurer d'un bon webinaire. Donc, premièrement, je vous invite à éteindre votre vidéo et votre micro, si possible, parce qu'on a des fois des difficultés de transmission du son ou de l'image. Mais bien sûr, on aura l'occasion pour des questions et à ce moment, on vous inviterait à brancher votre vidéo et votre micro pour poser des questions. Nous avons aussi une boîte de clavardage et on vous invite à mettre
mettre vos questions ou même vos commentaires, des liens que vous voulez partager avec nous dans cette boîte-là. Comme ça, nos présenteurs puissent aussi répondre à vos questions pendant le webinaire. Pas besoin d'attendre jusqu'à la fin, sauf si vous voulez poser une question à haute voix. Et dans ce cas-là, on va vous inviter à le faire à 2 moments. Donc, on va inviter le directeur à présenter ses remarques. Puis, tout de suite après, on vous inviterait à poser des questions si vous en avez pour 5 minutes. Puis après, on continuera avec les 2 autres panélistes et à la fin, on aura une quinzaine de minutes pour des questions et de la discussion. On veut juste nous assurer que s'il y a des urgences fédérales, gouvernementales, si par hasard Olivier doit nous quitter, on aura l'occasion de lui poser des questions, mais en principe, il serait avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Puis aussi, on vous invite à utiliser Twitter si vous le faites avec le hashtag CICanImpact. Donc, hier, on a aussi fait ça et ça nous permet à partager ce que nous apprenons dans une communauté plus large. À la fin du webinaire, dans quelques jours, on vous enverrait l'enregistrement de ce webinaire et comme ça, vous pourriez partager ce que je crois vont être des informations très pertinentes. Vous pourriez les partager avec vos partenaires, vos collègues et on vous invite à revenir vers SICAN avec tout intérêt pour partenariat. Et je sais que c'est la même pour l'unité ODD. On est très prêt à travailler avec vous pour accomplir les ODD. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, maintenant, je vais inviter Olivier Bullion à commencer sa présentation et je vous souhaite une bonne continuation. Voilà, je pense qu'on a peut-être perdu, on a eu un petit problème de communication, de connexion, puis je crois qu'on va juste attendre un instant pour que Olivier puisse se rejoindre à nous parce qu'il y a eu un petit problème auparavant. C'est vraiment ça la technologie de nos jours. C'est tellement essentiel, mais en même temps, c'est pas toujours fonctionnel comme on le voudra. Donc, j'espère qu'il pourra se rejoindre à nous dans quelques instants. Parce que hier, on a trouvé ces commentaires par rapport à la COVID très intéressantes, très utiles et aussi l'occasion de poser des questions ou même de proposer des initiatives ou des collaborations ou des idées et surtout pour tous nos collègues francophones, c'est tellement important de nous assurer de nouvelles opportunités de collaboration. Donc, j'espère qu'il va pouvoir se joindre à nous. Tina, je me demande si, est-ce que tu penses qu'on devrait peut-être procéder avec Geneviève en attendant? On peut, j'ai juste viens d'envoyer la question à Olivier. OK, c'est parfait. Oui, ça semble qu'il n'est pas en ligne. Ah, yeah, oui. C'est ça, quand on travaille de chez nous, c'est pas toujours évident. Alors, peut-être que je suggérerais à demander à Geneviève de peut-être commencer sa présentation. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Puis, quand le directeur se rejoindra à nous, ben, il pourrait peut-être continuer après Est-ce que tu penses que ça va marcher, Tina, comme ça? Oui, ça va bien marcher. Merci. Oui. OK, absolument. Parfait. Alors, Geneviève, si tu veux partager ton écran et puis commencer, ça serait excellent. Et donc, je vais vite présenter Geneviève qui se joint à nous. Geneviève Perrault, qui est, en plus d'être la titulaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, Geneviève est aussi directrice adjointe des études au service de l'enseignement et de la recherche au Cégep Marie-Victorin. Donc, merci beaucoup, Geneviève, et on te demande de commencer.
Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on voit ta présentation, mais on ne te voit pas toi, mais on t'entend. Alors, ça Vous marche. voyez ma présentation? OK, c'est beau. Parfait. Oui. Donc, tout est beau? Oui, alors vous pouvez, oui, c'est ça, c'est bien. Désolée. Donc, en fait, ma présentation, évidemment, est orientée sur la question de l'éducation, le rôle dans l'éducation dans l'atteinte des objectifs de développement durable, à la fois comme objectif en soi, mais aussi comme un levier plus large d'atteindre le plus grand nombre d'objectifs. Et également, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on retient, en fait, de cette expérience de la COVID jusqu'à présent. Je vais passer rapidement, mais c'est sûr que quand on pense à l'enseignement, quand on pense à l'enseignement collégial, on a en tête rapidement le 4e objectif qui est d'assurer l'accès de chacun à un enseignement de qualité. C'est sûr que d'un point de vue sociologique plus large, l'accès à l'éducation permet, à mon avis, de pouvoir atteindre plusieurs autres objectifs de développement durable, à savoir par l'ensemble des savoirs, savoir-faire, savoir-être qui sont acquis, par la possibilité, bien sûr, d'avoir une formation qualifiante, par évidemment les valeurs qui vont être développées, qui permettent d'envisager notamment les rapports interindividuels autrement, et la capacité d'abstraction qui nous permet bien sûr d'avoir une vision plus éthique du monde, de la société. Donc, tout ça, à mon sens, participe d'un ensemble d'objectifs de développement durable et l'éducation au sens large est un excellent levier à cet effet. Ça marche pas. Au niveau de l'accès à l'éducation, une éducation de qualité, le 4e objectif, il me semble intéressant aussi de se poser la question qu'est-ce qui module l'accès et finalement en quoi les compétences essentielles ou les compétences incontournables peuvent être importantes pour atteindre en fait l'ensemble de ces objectifs-là. Je trouvais intéressant de ramener l'importance des compétences essentielles d'une part parce qu'elles font partie de plusieurs objectifs des instances gouvernementales, évidemment des institutions scolaires et collégiales, mais aussi du monde du travail qui a de plus en plus défini en fait les compétences essentielles des emplois, mais aussi pour peut-être soulever la réflexion que dans ces compétences essentielles-là, il y a tout en fait un pan qui s'ouvre avec la question de la COVID sur leur maîtrise en fait, lesquelles sont essentielles et lequel niveau de maîtrise en fait est important pour être capable de véritablement considérer qu'on a accès à une éducation de qualité. Évidemment, ça suppose toute une réflexion, je vais y revenir tantôt, sur qu'est-ce que nous a appris la COVID jusqu'à maintenant. C'est sûr que ces compétences-là, on se situe déjà par rapport à la littératie, la numératie, la résolution de problèmes des environnements technologiques, mais à mon sens, il demeure et en fait, dans un ère post-COVID, il demeure des défis au niveau de la maîtrise de ces compétences essentielles-là. Autre chose qui me semble important de penser, c'est quand on réfléchit au niveau des objectifs de développement durable, il faut, à mon sens, l'envisager à partir de 3 niveaux d'action. Évidemment, un niveau politique dont pourra davantage nous parler M. Bullion tout à l'heure, mais tout ce qui oriente en fait et façonne les règles, les cadres réglementaires, les politiques d'accès à l'éducation, les objectifs à atteindre, ce qui va dans une certaine mesure orienter, façonner, moduler là où on s'en va, donc comme levier d'action politique. Il y a évidemment un espace intermédiaire qui se veut l'espace des institutions où je pense qu'on peut facilement imaginer que cet espace-là est celui où on ancre les valeurs et qui va évidemment s'incarner à travers toutes sortes d'objectifs de façon de faire. Donc, par exemple, nos plans stratégiques de développement institutionnel, que ce soit les politiques dont on va se doter qui vont, d'une certaine mesure, intégrer un certain nombre d'éléments des objectifs de développement durable, les critères, en fait, de gestion qu'on peut se poser. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc, cet espace-là permet d'ancrer ces valeurs-là qui ont été permis grâce à l'accessibilité. Et enfin, un niveau plus micro, celui des acteurs terrains, j'oserais dire, et qui permet, dans le fond, à partir de ces valeurs-là, de l'ancrer à travers des normes comportementales très concrètes. Donc, c'est vraiment le niveau des initiatives, en fait, individuelles, des regroupements d'usagers, en fait, des revendications terrain aussi qu'on peut
mieux finalement intégrer au sein des institutions. Et ces 3 niveaux d'action-là, peu importe avant COVID, post-COVID, me semblent quand même fondamentaux pour être capable d'envisager le changement vers les objectifs de développement durable. Sans m'éterniser, peut-être vous présenter rapidement l'exemple du Cégep Marie-Victorin où je travaille, qui en fait a un profil, je vous dirais, d'une population étudiante assez particulière dans la mesure où on compte une proportion quand même importante d'étudiants profil socio-économiquement défavorisés, aussi une proportion importante d'étudiants issus des communautés culturelles, dont une partie aussi qui en sont à leur première expérience au niveau de la famille, donc des étudiants de première génération qui ont accès aux études postsecondaires. Plus de la moitié ont du vécu collégial, une proportion importante vit de l'insécurité financière et évidemment, on retrouve parfois aussi des problématiques d'apprentissage. Donc, ce profil-là, en fait, est un peu à l'origine des valeurs qui ont mené, si on veut, au plan stratégique qu'on a et qui vous montrent, en fait, que suite à plusieurs consultations, on a quand même 3 objectifs de notre plan stratégique qui, de près ou de loin, en fait, touchent à des objectifs de développement durable. Donc, l'accessibilité à l'enseignement supérieur notamment, et le tout dernier, en fait, qui est ressorti des consultations terrain. Donc, les gens de la communauté souhaitaient que ça soit clairement explicité dans le plan stratégique qu'on voulait favoriser l'adhésion de notre communauté au principe de développement durable. Ça se traduit bien sûr de plusieurs façons, à la fois au niveau des mesures environnementales, mais je vous dirais que ce qui m'intéresse davantage dans le cas de l'analyse actuelle, c'est davantage des mesures qui visent l'inclusion puis l'accès à l'éducation, qui vont se répercuter à travers notamment des centres d'aide, un maillage avec la communauté, et je pourrais peut-être plus tard en reparler si on a du temps, l'enseignement, de la formation continue pour l'éducation tout au long de la vie, également l'enseignement collégial en milieu carcéral, qui, et je trouve important quand même de l'aborder dans le cadre ici, me semble un levier important au niveau du développement durable parce que, évidemment, si on compte le nombre de personnes qui sont incarcérées dans le monde et au Canada, mais aussi parce que la population carcérale a des traits caractéristiques assez communs. À savoir, c'est une population qui a une acquisition insuffisante des habiletés de base pendant l'enfance, des difficultés scolaires évidentes et aussi beaucoup d'expériences très négatives de l'école qui ont, dans la plupart des cas, mené au décrochage scolaire, une précarité socio-professionnelle et financière évidente qui en découle, des enjeux de déstructuration familiale, des problèmes sociaux divers. Bref, dans tous les cas, permettre l'accès à l'éducation aux populations vulnérables, et je vous dirais que la population incarcérée en est une parmi d'autres, permet assurément de fournir les compétences essentielles qui permettent d'atteindre l'ensemble des objectifs de développement durable. Et si ce n'est qu'une portion importante même a besoin d'alphabétisation à l'intérieur des murs, mais toutes les compétences relationnelles qui vont être aussi acquises dans les différents programmes vont aussi permettre en fait de développer des relations, des compétences relationnelles et de développer éventuellement des relations plus égalitaires, autant en fait d'enjeux qui sont dans plusieurs objectifs. Et enfin, c'est sûr que la question de l'éducation en prison, écoutez, là-dessus, ça serait toute une autre rencontre, mais l'éducation en prison, dans la mesure de l'ensemble des recherches, on peut dire que ça réduit les risques de récidive autour de 40 %, ce qui est quand même pas négligeable dans le contexte où ces personnes-là se retrouvent en société et vont participer, bien sûr, à l'économie et à l'ensemble de la société. La question de l'accès se pose aussi dans ce contexte-là parce que bien que l'ensemble des établissements canadiens offrent de l'enseignement à l'intérieur des murs, il y a quand même des variations d'un établissement à l'autre. Il y a quand même aussi un enjeu au niveau de l'accès pour ceux qui ont de courtes peines, des séjours moyens de 60 jours dans les établissements provinciaux. Et donc, la question de l'éducation reste un défi. Comment arriver à bien former ces populations-là? Puis je vous dirais que ce qu'on apprend de la COVID pourra certainement être un levier intéressant pour peut-être fournir un meilleur accès aux populations vulnérables.
Donc, qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on sait, en fait, jusqu'à présent, parce qu'il est très tôt pour faire un bilan au niveau de la COVID, mais c'est sûr que la question de l'accessibilité, même en contexte où tout semblait bien aller, ce que nous présente la COVID, c'est qu'il reste en fait encore des enjeux notamment au niveau de l'accès des technologies et Internet. Je sais que statistiquement parlant, en fait, Statistique Canada nous révélait en 2018 que 94% des Canadiens avaient Internet à la maison et 91% avaient utilisé Internet pour leur usage personnel. Or, évidemment, ce qu'on constate dans cette remise en question des modes d'enseignement à distance qu'on a dû faire en temps de COVID, comme la plupart des établissements, c'est que l'accès n'est pas encore généralisé pour tous. Puis j'oserais ajouter un accès de qualité, ce qui ne se posait pas avant. Donc, un réseau Internet suffisamment puissant pour permettre évidemment des apprentissages, permettre d'avoir accès à des logiciels de communication interpersonnelle. Et l'accès, c'est avéré aussi un enjeu dans la préparation de l'enseignement à distance au niveau évidemment des espaces ruraux versus les espaces urbains. Et également au niveau des personnes plus marginalisées ou socio-économiquement défavorisées qui avaient moins de moyens au niveau informatique. Au niveau de l'accès, on a également vu un enjeu au niveau de la maîtrise des compétences essentielles pour être capable de bien fonctionner dans ce modèle-là. Et j'inclus là-dedans à la fois certains membres de la communauté enseignante et de la communauté étudiante. Ce n'est pas parce que les individus utilisaient couramment l'ordinateur que finalement, toutes les compétences au niveau de la numératie, de la littératie numérique étaient finalement maîtrisées et on en a vu en fait des enjeux. Ce qui soulève en fait, comme je disais rapidement tout à l'heure, tout le questionnement au niveau des seuils minimaux, des compétences essentielles pour permettre l'atteinte des différents objectifs de développement durable. Et aussi, évidemment, même auprès des jeunes, on pensait qu'ils étaient nés avec la technologie. Or, la recherche de documents, la rédaction, la discrimination de l'information, même aux études de postsecondaire, demeure quand même un défi. Ce qu'on a également vu qui va s'avérer très positif pour les suites et les réflexions qu'on pourra donner, c'est que ce qu'on croyait impensable il y a quelques mois, jamais on n'aurait pu imaginer ce revirement-là, bien, c'est avéré possible et faisable. Non pas sans défi, bien sûr, mais quand même, ce qu'on a réalisé en 3 mois en termes de restructuration de l'enseignement est majeur, avec, évidemment, à mon sens, des avancées importantes sur comment enseigner, comment donner une valeur plus grande à cette rencontre-là entre l'enseignant et l'étudiant, et donc, recentrer, je vous dirais, nos énergies sur, bien sûr, les compétences des différents programmes, mais aussi l'ensemble des compétences essentielles qui permet aux individus, finalement, de devenir aussi autonomes dans leur apprentissage. Et ça, pour moi, dans l'atteinte des différents objectifs, c'est quand même pas banal. Ce qui en ressort aussi, c'est l'importance de la relation pédagogique. Je vous dirais que nous, on a fait des sondages, des groupes de discussion, et en dépit du fait que les étudiants pouvaient apprendre à distance, la rencontre hebdomadaire avec les enseignants par d'autres plateformes s'est avérée fondamentale. Et donc, ça suppose aussi, dans un ère post-COVID, qu'on va garder le meilleur à la fois de l'utilisation des technologies, mais aussi de cette rencontre-là pour couper un peu, si on veut, en fait, moduler autrement, si on veut, l'éducation à ce que ces rencontres-là soient favorables. Et ça, pour moi, c'était quand même une révélation parce que si on pensait peut-être éventuellement aller vers un enseignement complètement à distance ou utiliser autrement le numérique sans l'enseignant, pour moi, c'est quelque chose qui est impossible. Rapidement aussi, sur le niveau du terrain, ce qu'on constate, c'est que pour les acteurs, en fait, les préoccupations du développement durable sont au cœur des préoccupations. Puis je vous dirais que j'ai participé à énormément de rencontres pour la réorganisation de l'enseignement à distance et j'ai été assez impressionnée de voir que toutes les questions sur l'environnement, les questions sur l'égalité, la question sur l'accessibilité étaient au cœur des préoccupations étudiantes et enseignantes dans la solution qu'on amenait. Donc, on ne pouvait pas amener n'importe quelle solution. Donc, tous ces critères-là, maintenant, font partie de nos critères d'analyse pour être capable d'évaluer qu'est-ce qu'on fait. Puis, je vous dirais que ça module aussi l'idée que, à la fois, le développement durable est aussi important
que la sécurité, ce qui était quand même une révélation de mon point de vue et très positif. Des pistes de réflexion en quelques secondes, que l'accès à l'éducation dans un ère post-COVID devra et pourra maintenant nous permettre d'aller chercher et atteindre des populations vulnérables qu'on ne pouvait pas nécessairement aussi facilement atteindre. Je vous parlais de l'offre de programme dans les établissements de détention. Pour moi, ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire avec l'enseignement à distance, est une solution évidente pour être capable de scolariser davantage un plus grand nombre. Même chose avec les problématiques d'apprentissage. Alors là, ce qu'on conçoit, c'est que les mesures d'aide ou ce qu'on doit mettre en place doit tenir compte, en fait, des compétences ou de la non-maîtrise des compétences essentielles qui sort évidemment des cursus. Également, je vous dirais que pour revenir à ma logique de tout à l'heure, c'est que toutes ces modulations-là doivent s'intégrer, s'ancrer au sein des valeurs institutionnelles et on doit stimuler la communauté de pratique. Ce qui était le cas, ce qu'on a appris récemment, c'est qu'on pouvait former rapidement des communautés de pratique, les mettre en relation, échanger, et ça de façon inter-établissement, interdisciplinaire, voire intersectorielle. Et pour moi, ça, c'est une avancée majeure qui nous permettra bien sûr des maillages à l'international, une diffusion des pratiques plus large, parce que les modèles qu'on avait qui étaient peut-être plus lourds d'échange, maintenant on se réalise un peu à l'image de ce webinaire qu'on est capable de faire davantage avec les bonnes pratiques. Puis je pense que c'est un début, en fait post-COVID parce qu'on n'a pas vu encore ce qui arrive, mais les changements sont majeurs à mon avis. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup Geneviève pour cette excellente présentation. Votre présentation nous a donné un bon aperçu de l'impact de COVID-19 sur l'enseignement collégial en ce qui concerne les ODD. Merci beaucoup Geneviève. Je vais maintenant donner la parole à Olivier, qui est le nouveau directeur de l'Unité des objectifs de développement durable de l'Emploi et Développement social Canada. Merci. Merci Lise, merci Geneviève pour avoir jumpé. Excusez-moi à tous pour les petits problèmes de communication. Et merci à Christine pour l'invitation et la chaleureuse présentation qui a eu lieu un peu plus tôt. Comme Christine disait, je m'appelle Olivier Bullion, je suis le nouveau directeur de l'unité des objectifs de développement durable à Emploi Développement Social Canada. Comme Christine disait, c'est ma deuxième semaine dans ce poste. Je suis encore en train de me familiariser avec l'ensemble du travail accompli par l'unité jusqu'à ce jour. Je me réjouis bien évidemment à l'idée d'assumer ce nouveau rôle et de pouvoir apporter ma contribution avec toute l'équipe à l'avancement de cette initiative si importante à l'échelle mondiale. Mes remarques vont être un peu plus générales que celles de Geneviève et des autres co-présentateurs, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des réponses plus précises sur certains points. Comme vous le savez déjà, le Canada, ainsi que tous les États membres des Nations Unies, ont adopté en 2015 le programme de développement durable à l'horizon 2030. Au cœur de ce cadre mondial se trouvent 17 objectifs de développement durable et un engagement ferme à ne laisser personne de côté. Depuis l'adoption de l'agenda en 2030, nous sommes rentrés dans l'ère Covid-19. Notre monde a changé. Depuis le début de la pandémie, pratiquement tout le monde sur la planète a été affecté par la Covid-19 ou par les mesures associées pour lutter contre l'épidémie. Aujourd'hui, nous commençons seulement à comprendre l'impact de la Covid-19 et de ce type de crise sur le développement mondial et national, un peu comme Geneviève nous l'a mentionné. Aujourd'hui, les impacts à court et moyen terme des mesures prises pour aplatir la courbe sont loin d'être comprises. Cela est encore plus vrai lorsqu'on examine les implications à long terme des mesures qui définiront notre nouveau normal. Cette crise met à l'épreuve notre résilience, celle de nos modèles, celle de nos sociétés. La crise met à l'épreuve notre capacité à résister au choc, mais elle met également à l'épreuve notre capacité à protéger et à soutenir les progrès réalisés sur de nombreux fronts pour le plus grand nombre et notre engagement à ne laisser personne de côté. Trop souvent, en temps de crise, les priorités à court terme l'emportent sur les objectifs à long terme. Trop souvent, en période de crise, les groupes marginalisés et vulnérables subissent les répercussions disproportionnées. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. La Covid-19 nous oblige à repenser nos modèles et nous offre l'occasion de reconstruire en mieux, sur des bases plus solides, en mettant l'emphase sur les personnes vivant dans la pauvreté,
sur la réduction des inégalités, la création d'un environnement sain dans lequel nous pouvons tous vivre et nous pouvons profiter, en construisant une économie durable et prometteuse en termes de croissance économique, d'innovation et de création d'emplois. Nous ne pourrions donc pas être plus en accord avec le titre du webinaire d'aujourd'hui. Nous avons devant nous une occasion unique de changer les choses. Nous avons cette occasion de changer, de transformer nos manières de faire et de voir les choses, d'intégrer les ODD comme un cadre de référence holistique et à plusieurs facettes pour saisir à la fois les progrès et les impacts des crises, mais aussi les impacts de nos politiques pour y faire face, en particulier lorsque nous cherchons des moyens de reconstruire en mieux un Canada plus inclusif, résilient et durable. En effet, l'aspect le plus important du programme 2030 et des ODD est qu'il ne s'adresse pas seulement au gouvernement et aux grandes entreprises, il s'adresse également aux citoyens, citoyennes et aux citoyens, aux entrepreneurs, aux gens de métier et aux personnes de tous les horizons, les académiques, etc. Et il vous engage à rechercher et à mettre en œuvre des solutions aux défis auxquels la société et la planète sont confrontées aujourd'hui. Pour parler un petit peu plus du rôle du gouvernement et de notre équipe, depuis la création de l'unité des ODD en octobre 2018, l'équipe a engagé et tissé des liens solides avec différents groupes à travers le pays pour nous aider à mieux comprendre les défis et les opportunités que les ODD présentent au Canada. À la lumière de ces conversations, nous avons lancé le programme de financement des ODD le printemps dernier afin d'appuyer les efforts consentis par les organisations canadiennes envers l'atteinte des ODD. Nous avons publié en juin de l'année dernière un document intérimaire intitulé « Vers une stratégie nationale pour le programme 2030 au Canada ». Et nous travaillons en partenariat avec Statistique Canada afin de développer un cadre d'indicateurs canadiens pour rapporter les progrès du Canada dans l'atteinte des ODD. Dans les mois à venir, nous concentrerons nos efforts sur le lancement d'une stratégie nationale pour le programme 2030 au Canada et poursuivrons nos efforts afin de mobiliser les Canadiennes et les Canadiens, créer des partenariats, inspirer l'action et démontrer l'excellence de l'action gouvernementale. C'est ambitieux et nous savons que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Mais comme nous l'avons entendu lors de nos consultations, nous ne sommes pas seuls. Et l'événement d'aujourd'hui en est un témoignage. Nous sommes très encouragés de voir que les collèges et les instituts de tout le pays parlent des ODD et font preuve de leadership. Nous sommes très heureux de pouvoir prendre part ensemble à cette conversation aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Si vous voulez en apprendre davantage sur notre travail, sur que les organisations qui encouragent les jeunes à agir en faveur des ODD, je vous invite à consulter les liens qui devraient être partagés dans le chat. Je vous remercie de votre temps pour l'invitation et je me réjouis de la poursuite de notre collaboration. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Maintenant, si vous avez des questions pour Olivier, n'hésitez pas à le mettre dans notre boîte de clavardage. Juste, je pense qu'à votre droite de votre écran. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous présenter Barwi. Et merci beaucoup, Olivier, pour votre excellent discours sur la réponse du gouvernement du Canada à COVID-19 et les liens avec les ODD. Alors maintenant, je vais vous présenter Barwi Nguyen. Barwi Nguyen est une conseillère chez Observatoire Jeunesse d'Oxfam Québec et une déléguée à l'Association canadienne pour les Nations unies. Merci. Excuse-moi, je pense qu'il y avait un petit problème technique. Donc, juste pour retourner,
j'aimerais parler plutôt, me concentrer sur la place des jeunes dans l'atteinte des ODD, puis pousser un peu plus loin la réflexion sur l'engagement jeunesse comme un moyen pour vraiment faciliter l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, peut-être pour commencer, je vais vous présenter différentes sphères d'engagement qu'on peut témoigner les jeunes, participer puis promouvoir aussi les objectifs. Comme vous voyez à gauche, peut-être c'est des instances que vous êtes un peu plus familiers, c'est des sphères plus traditionnelles, par exemple, les simulations des Nations Unies est une activité que peut-être plusieurs d'entre vous, vous connaissez déjà. Et du côté droite, on voit plutôt des activités de plus en plus émergentes, de plus en plus populaires auprès des jeunes, donc les incubateurs, des accélérateurs qui visent vraiment à outiller les jeunes pour qu'ils puissent lancer des initiatives pour répondre à ces besoins-là. Et dans la raison pourquoi je vous parle de l'engagement jeunesse, souvent on se limite beaucoup à l'image comme quoi l'engagement jeunesse, c'est l'idée des jeunes qui s'impliquent de manière bénévole au sein de leur communauté, ce qui n'est pas tort, mais il faut voir l'engagement jeunesse plus large, voir comme quoi c'est aussi un moyen de renforcer, mais aussi de réduire les inégalités. Donc, l'engagement jeunesse peut être considéré comme une stratégie qui contribue directement au développement des jeunes ou de développement humain. C'est-à-dire que lorsqu'une jeune s'implique auprès de leur communauté ou dans un organisme ou dans une association, le jeune est exposé à une variété de ressources. Puis ces ressources-là permettent en outre de vraiment les outiller dans la vie, que ce soit au niveau de leur bien-être, de leur santé et bien-être. Puis on voit aussi que quand on s'engage, on n'est pas seul. Quand on s'engage dans une cause, on est entouré d'un groupe, d'un cercle social. Puis ce cercle social est très important. Ça joue beaucoup sur l'estime du jeune quand on est reconnu pour ce qu'on fait, mais quand on a un appui d'un groupe, ça joue beaucoup sur cette reconnaissance-là. Et bien sûr, il y a aussi la notion de justice sociale qui joue aussi. L'idée que les jeunes s'exposent à ces ressources-là fait en sorte qu'ils sont aussi conscientisés par rapport à leurs droits, par rapport aux ressources qui leur permettent de vraiment faire reconnaître leurs besoins auprès de la société ou au sein du public. Et c'est sûr qu'un jeune qui puisse naviguer à travers ces différents systèmes, qui ont en main ces outils-là, va vouloir engager plus loin, c'est-à-dire de ne pas se limiter à l'engagement social, donc de ne pas se limiter à l'engagement au niveau communautaire, mais va vouloir s'intéresser à opter pour des instances décisionnelles, de travailler sur des politiques jeunesse, de travailler avec des décideurs, des politiciens pour faire avancer ces politiques-là. D'où l'importance de la participation active auprès des jeunes. On voit aussi que l'engagement jeunesse est une stratégie de prévention, mais aussi de réduction de méfaits. Et ça, c'est aussi un lien important à faire. On avait vu que pour les populations plus marginalisées, de retrouver un réseau positif est très difficile. Souvent, les jeunes qui vivent des difficultés ne vivent pas dans des circonstances favorables, que ce soit dans le milieu familial ou le milieu scolaire aussi. Et donc, de pouvoir s'engager, ils sont plus exposés à un environnement plus sain, donc d'aller à la rencontre des modèles, des adultes positifs. Et c'est sûr que plusieurs études ont démontré, en fait, que les jeunes, lorsqu'ils sont exposés à un environnement positif, ça joue aussi beaucoup sur leur vie, ça a un impact assez considérable. On a vu que le taux de décrochage diminue quand les jeunes ont accès à ces espaces-là, des espaces d'engagement communautaire. On a vu aussi qu'ils prennent moins part à des activités de risque. Donc, c'est sur ce point-là que l'engagement jeunesse peut être une stratégie de prévention. On voit aussi que quand un jeune s'implique, il est aussi exposé
plusieurs ressources. Puis c'est pas juste des ressources pour développer leurs acquis, que ce soit le leadership, la communication, mais aussi tout un réseau social. Fait que les jeunes vont à la rencontre des mentors, des personnes qui ont tout un bagage expérientiel de connaissances qui peut être transmis aux jeunes pour qu'ils puissent mieux s'intégrer au milieu professionnel, mais aussi au milieu social. Donc, c'est sous cette optique-là qu'il faut voir l'engagement jeunesse. Ce n'est pas juste une activité en soi, mais c'est aussi une stratégie pour renforcer, mais aussi réduire les inégalités dans la mesure que ces opportunités-là sont bien distribuées auprès de différents jeunes. Et pour faire suite à ça, j'aimerais vous introduire un concept qui s'appelle le concept d'intersectionnalité. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu, mais je vais quand même prendre le temps pour expliquer. C'est un concept qui a été introduit par Kimberly Williams Crenshaw, qui, elle, est une juriste, qui élabore sur le fait qu'il faut vraiment voir le point de rencontre de divers systèmes d'oppression, de divers aussi catégories identitaires lorsqu'on analyse un enjeu d'inégalité. Donc, il faut voir la classe, le genre et tout ça. Et je sais que quand on parle des ODD, on avait mentionné comme quoi tous objectifs sont interreliés, sont en effet sur l'un et l'autre, mais j'aimerais plus particulièrement toucher sur les enjeux d'inégalité. Et donc, quand on utilise cette approche-là, c'est une approche qui vise vraiment à avoir un regard plus critique sur les enjeux d'inégalité. Et je sais que ça peut paraître un peu très théorique, un peu abstrait, donc je vais quand même vous donner un exemple pour vraiment concrétiser ce concept-là. Donc, si on reprend l'exemple de ODD 5, donc l'égalité entre les sexes, on peut voir ça de manière binaire, c'est-à-dire homme et femme. Donc, ça, c'est en soi une identité, donc l'identité de sexe. Mais si on creuse un peu plus loin, si on essaie de voir l'égalité entre les sexes de façon empruntant le concept d'intersectionnalité, on peut voir que les femmes de minorité visible vont vivre des obstacles encore plus importants que, par exemple, une femme caucasienne. Et ainsi de suite, on voit aussi que des femmes de minorité visible, mais en plus de cela, vit des obstacles financiers, donc ça touche au niveau de la classe, va vivre des obstacles, des enjeux encore plus importants qu'une femme de minorité visible, mais qui est au niveau financier et plus aisée. Donc, c'est sur ce point-là, il faut voir les identités comme une catégorie qui a des privilèges, puis a aussi ses limites. Et je vous encourage fortement d'utiliser cette approche lorsque vous voulez aborder les enjeux d'inégalité, mais aussi lorsque vous implémentez des programmes ou des activités qui visent vraiment l'inclusion de diverses populations. Et c'est sûr que l'inclusion et l'accessibilité, ça touche aussi l'engagement jeunesse. C'est pas parce qu'un jeune qui ne s'implique pas auprès de sa communauté, cela veut dire qu'il n'a aucun intérêt, mais ça peut expliquer par différents facteurs. Fait qu'il y a des barrières spécifiques qui font en sorte que certains jeunes auront plus de la misère à s'impliquer, que ce soit des barrières financières, aussi la discrimination, mais aussi une question de temps. Ce n'est pas tous les jeunes qui peuvent se permettre à s'engager. Il y a des préoccupations bien particulières chez ce jeune-là. Et c'est sur ça que je voulais mettre l'accent, c'est que l'engagement jeunesse peut réduire les inégalités, mais aussi renforcer si, par exemple, on ne tient pas compte de ces facteurs-là, puis on exclut une population jeunesse. Et peut-être sur un ton plus optimiste, j'aimerais aborder quelques pistes de réflexion pour comment on peut pallier tout ça, comment on peut travailler avec les jeunes pour résoudre les enjeux d'inégalité, mais aussi pour avancer les objectifs de développement durable. Et je pense qu'on pourrait faire un retour sur notre système d'éducation actuel. On avait vu
qu'avec la crise, beaucoup de jeunes ont vécu des enjeux psychologiques de santé mentale, puis ça a beaucoup un impact sur leur santé. Il y a un plus haut niveau de dépression, d'anxiété qui a été relevé au sein de la population jeunesse. Donc, c'est de revoir comment on peut intégrer des notions des stratégies de résilience auprès de notre éducation pour que si jamais les jeunes doivent confronter un enjeu aussi important pour qu'ils soient mieux équipés face à ces enjeux-là. Puis on a vu que c'est souvent le fait qu'il y a ce sentiment de perte de contrôle qui fait en sorte qu'on panique et tout. Donc, comment on peut outiller les jeunes à mieux s'adapter dans des moments d'urgence et autres. Donc, une façon de faire, c'est d'introduire des notions de développement durable pour que les jeunes puissent déjà là pratiquer la pensée critique, pratiquer le leadership et un sens de l'initiative pour remédier à toutes ces problématiques-là. Et sur un deuxième point, il faut être en mesure de diversifier, mais aussi de reconnaître les différents mécanismes qui favorisent le développement des jeunes. On a vu que tantôt, au tout début de la présentation, je vous ai présenté quelques sphères d'engagement. Puis, qu'est-ce qu'ils ont partagé en commun? C'est vraiment le contexte et la structure. On avait vu que les jeunes qui s'engagent pour promouvoir les objectifs de développement durable, souvent, c'est dans un contexte très formel, très structurel, très politique, mais il faut réaliser que ce n'est pas tous les jeunes qui puissent s'identifier à ces sphères-là, à ces espaces-là. Il y a des jeunes qui vont travailler pour des causes de droit, de défense de droits, des causes pour le changement climatique, mais dans un espace moins formel. Et pourtant, le niveau de reconnaissance attribué à ces jeunes-là n'est pas à la même hauteur que les jeunes qui s'impliquent dans les instances plus structurelles, plus formelles, comme on avait vu au tout début. Donc, c'est de reconnaître aussi d'autres instances, d'autres mécanismes qui favorisent l'engagement jeunesse, mais aussi leur développement. Et aussi, pour réduire les inégalités, dans un monde idéal, il faut démocratiser les opportunités d'engagement. Donc, démocratiser, c'est de rendre accessibles ces opportunités-là. Donc, revoir nos critères d'accessibilité. Et l'approche que je vous ai partagée tantôt sur l'intersectionnalité, ça peut être une approche assez importante qu'on peut utiliser pour revoir nos critères, pour avoir une analyse plus critique sur ça. Aussi, revoir nos stratégies de mobilisation. Ce n'est pas tous les jeunes qui vont trouver ça attrayant de s'impliquer au niveau international, de s'impliquer dans des structures similaires, mais il y aura un plus grand... la motivation va être plus forte dans des instances communautaires ou dans des cercles plus petits, plus informels, on peut dire. Donc, c'est de voir comment on peut mobiliser aussi ces jeunes-là. Et c'est sûr qu'il faut distribuer les opportunités de manière équitable. On avait vu qu'un jeune qui vient d'un milieu plus aisé ou d'un milieu qui ont plus de ressources culturelles, c'est sûr que les opportunités d'engagement vont être plus accessibles pour eux que pour les jeunes qui vivent des difficultés ou sont issus de la diversité. Donc, c'est de tenir aussi en compte de ces facteurs-là. Et peut-être pour finaliser tout ça, j'aimerais mettre l'accent sur le partenariat. On a vu que le partenariat avec différentes parties prenantes, c'est un élément important pour vraiment faire avancer les objectifs de développement durable, mais il faut tenir aussi en compte des partenariats comme les jeunes et le secteur communautaire qui ont un rôle assez important dans tout ça. On avait vu avec la crise sanitaire que le milieu communautaire était parmi un des acteurs les plus importants pour venir en aide à des populations, on peut dire, fragilisées ou à des populations qui vivent dans des situations précaires, étant donné qu'ils sont plus sur le terrain et qu'ils sont plus à proximité des besoins de la communauté. Donc, ils sont plus en mesure de répondre aux besoins de terrain.
Et le secteur communautaire a une expertise que pas nécessairement tous les autres parties prenantes ont. C'est-à-dire que ça fait depuis des années qu'ils ont développé des approches, des méthodes d'intervention pour aller rejoindre les populations les plus marginalisées, mais aussi les plus vulnérables. Donc, c'est de aussi reconnaître le rôle des secteurs communautaires. Et sur ça, j'aimerais faire le pont vers le rôle des jeunes. Donc, les jeunes, on a tendance à limiter les jeunes à ce qu'on appelle le tokenisme ou la représentation symbolique. Le tokenisme en soi n'est pas nécessairement un engagement et n'est pas reconnu comme un vrai partenariat. On s'entend qu'un partenariat, ça exige une action collective, que tout le monde puisse prendre part puis agir sur des décisions. Mais le tokenisme ne permet pas ça. C'est juste à titre symbolique. Et ça peut briser beaucoup de liens de confiance qu'on a avec les jeunes, ce qui constitue un obstacle en soi pour collaborer, mais travailler en co-création avec les jeunes. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber sur ce piège-là, de ne pas juste uniquement donner les opportunités de représentativité ou d'apparence pour les jeunes, mais il faut vraiment travailler avec les jeunes sur différents enjeux, de collaborer avec eux, mais aussi miser sur le partage de pouvoir et de connaissances. Le développement durable, c'est sûr que ce n'est pas juste la capacité de répondre aux besoins actuels, mais c'est aussi la capacité de répondre aux besoins du futur. Puis, les jeunes sont les plus touchés et affectés par les enjeux du futur. Donc, c'est important de les considérer dans tout ce processus-là. Et donc, c'est des petits points comme ça que j'aimerais qu'on porte un peu plus de réflexion lorsqu'on réfléchit sur l'engagement jeunesse, mais aussi comment travailler avec le secteur communautaire, mais aussi les jeunes pour avancer nos objectifs de développement durable. Et sur ça, je vous invite, si vous voulez, à apprendre un peu plus sur l'engagement jeunesse, mais aussi sur ce que les initiatives qui ont été prises par les jeunes. Je vous invite d'aller voir les lectures suivantes. Et sur ça, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Barbie. C'était une très bonne présentation. Alors, merci pour partager vos expériences et votre expertise, Olivier, Genève et Barbie. Nos panélistes vont maintenant répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur le clavardage. Peut-être pour commencer, la première question que j'aimerais poser à nos présentateurs et présentatrices, c'est que j'aime comment, Barbie, vous avez remarqué que c'est important d'optimiser les partenariats pour la réalisation des objectifs de développement durable et comment c'est important de renforcer notre partenariat avec les jeunes et le milieu communautaire. Au cours de les présentations, vous avez chacun mentionné le travail merveilleux que le gouvernement, le secteur de l'éducation et les jeunes font pour faire progresser les ODD. Alors, je voudrais juste vous demander peut-être si vous pouvez élaborer un peu comment tout est-ce que les différents acteurs peuvent développer les partenaires significatifs pour travailler ensemble à la réalisation de l'agenda 2030. Merci. Merci Lise. Je vais me permettre de prendre la première tentative de réponse. Je pense que comme tout le monde le sait, le partenariat est une clé essentielle du succès de n'importe quelle mise en œuvre de politique, et notamment quand on regarde les ODD. De notre point de vue, au point de vue du fédéral, c'est vraiment au cœur de la stratégie qui va sortir. C'était ce qu'on avait entendu lors de nos consultations et ce qui faisait partie de notre document intérimaire sur le Towards 2030, donc la marche vers 2030. Pour nous, le partenariat est essentiel, mais prend différentes formes.
comme tout le monde le sait, les indicateurs qui documentent les ODD c'est une responsabilité partagée. Certains sont sous l'autorité beaucoup plus directe du gouvernement fédéral. Beaucoup des indicateurs sont en fait la responsabilité ou les actions qui en fait influencent ces indicateurs sont la responsabilité des provinces ou des territoires, dans certains cas des municipalités. Donc de toute façon, tout le monde est très conscient que c'est un effort collectif. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des cercles vertueux. Nous savons que notre interaction ne sera pas la même, les objectifs et les buts ne sont pas les mêmes en fonction des profils des partenaires. Nous voulons avoir une fonction d'augmenter les connaissances, de partage d'informations vers la population générale, alors qu'on va avoir une relation un peu plus profonde de partenariat avec des relations de financement, d'objectifs beaucoup plus définis avec les professionnels, avec les académiques. Donc je pense que tout le monde est très conscient des partenariats qui vont se mettre en place. Je pense que de notre côté, ce qui est aussi important, c'est de bien calibrer les attentes pour chacun de ces partenariats, car ces partenariats seront différents. Merci. De mon point de vue, si je peux poursuivre un peu dans la même lancée, c'est clair que les partenariats puis les activités de mobilisation qui peuvent avoir lieu, effectivement, sont à géométrie variable. Tantôt, j'évoquais des collaborations avec le milieu communautaire. Dans certains cas, et pour des populations, par exemple, socio-économiquement plus défavorisées ou vulnérables, ce sont de bons points de départ pour établir des maillages. Il y a les maillages d'expertise aussi qui peuvent se faire entre les différentes communautés et en fonction, en fait, des préoccupations de différents groupes. J'ai beaucoup parlé de l'accès à l'éducation. Dans le cas, par exemple, de l'éducation en prison, bien, on a des partenariats avec des acteurs, d'autres acteurs pour être capable d'établir des projets pour permettre un meilleur accès et aussi avec l'international. Je reste toujours dans ce dossier-là parce que je le connais mieux. C'est sûr que de mobiliser et de vouloir accentuer l'accès à l'éducation en prison, mais ça passe par des partenaires internationaux pour être capable, évidemment, avec leurs préoccupations locales, les enjeux qu'ils vivent, pouvoir développer des stratégies qui vont leur permettre peut-être un meilleur accès. Donc, je pense que l'ensemble de ces partenariats-là, autant petite échelle qu'à très grande échelle, selon les enjeux, selon le besoin aussi de se rassembler, vont avoir des impacts différents. Donc, je pense qu'il faut le faire. Puis au niveau des pratiques, de ce qu'on retient de la COVID, je l'ai mentionné brièvement en clôture de ma présentation, mais c'est sûr que ce qu'on voit au niveau de la communauté scientifique sur le partage de l'information pour la recherche de vaccins, pour moi, c'est un modèle à intégrer à la fois au niveau de l'éducation pour être capable de stimuler davantage les réseaux de pratique. Parfois, c'est que l'institution de l'éducation est assez longue à changer, c'est lourd. Alors là, ce qu'on a vu, c'est qu'en très peu de temps, on a fait des changements et je pense qu'il faut tabler là-dessus aussi pour permettre d'arriver peut-être plus vite à nos objectifs ou dans certains cas, en tout cas, permettre un meilleur accès qui va nous permettre d'arriver à des résultats plus concluants rapidement. Donc ça, il y a quelque chose, il y a des transferts de connaissances et d'expertise au niveau des partenariats. Je pense qu'il faut faire aussi au niveau de l'éducation. Peut-être pour ajouter à ce que Geneviève et Olivier avaient partagé, déjà là, j'ai déjà mentionné le partenariat entre le secteur communautaire et les jeunes, mais une autre manière pour renforcer davantage ce partenariat-là, c'est qu'on avait vu qu'il y a plusieurs jeunes qui s'impliquent déjà dans des initiatives qui visent vraiment à répondre à ces objectifs-là, mais qui ne sont pas conscients ou qui ne connaissent pas nécessairement les objectifs de développement durable. Donc, c'est de voir comment on peut reconnaître ces initiatives-là et comment on peut optimiser les ressources, les initiatives que les jeunes ont déjà entrepris pour, par exemple, lutter contre la crise climatique. Comment on peut rendre nos ressources plus accessibles à ces jeunes-là pour qu'on puisse collaborer encore plus sur ces problématiques-là.
Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Geneviève. Et merci, Barbie. Au nom de pour cette excellente réponse. Au nom de Collège et Institut Canada, je voudrais remercier tout le monde d'avoir participé à notre webinaire. Nous espérons que vous avez apprécié cette présentation et qu'elle a apporté une valeur ajoutée à votre travail. Nous sommes également très reconnaissants à Olivier pour son discours d'ouverture et à Barbie et Genève pour d'avoir partagé leur expertise sur la manière dont nous pouvons mieux reconstruire. Nous partagerons également avec vous l'enregistrement du webinaire et la présentation PowerPoint après le webinaire. Dans la boîte de clavardage, vous trouverez un lien vers un très bref sondage. Ça prend peut-être moins que 5 minutes de le faire. Alors, veuillez le compléter avant votre départ, s'il vous plaît. Vos commentaires sont très appréciés. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous espérons vous voir à notre prochaine webinaire qui aura lieu en septembre. Merci beaucoup à tous et bonne journée.